Je m'appelle Keegan. Il y a 10 ans, mon père m'a déposé sur le porche de mon grand-père, comme si j'étais le problème de quelqu'un d'autre, puis a disparu avec sa nouvelle femme. Grand-père m'a élevé. Il m'a tout donné. L'amour, un toit, et à la fin, un manoir au bord de la mer, et 19 millions de dollars. Mais le jour où nous avons lu son testament, mon père s'est présenté, souriant. « Nous sommes tes tuteurs maintenant », a-t-il dit. Puis mon avocat est entré, et son visage est devenu blanc comme un linge. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma famille ne m'avait pas seulement abandonné. Ils étaient sur le point de m'effacer. L'air dans le petit bureau juridique de Cape May semblait presque fragile, alourdi par le genre de silence qui fait que chaque tic-tac de l'horloge sonne comme un jugement. La lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le parquet en chêne poli. Je suis entré, ma chemise noire usée et mon jean délavé, ne faisant pas grand-chose pour transmettre la gravité de l'occasion. Les vagues à l'extérieur s'écrasaient doucement contre le rivage, indifférentes aux tempêtes qui se préparaient en moi. Une semaine s'était écoulée depuis le décès de grand-père, et aujourd'hui, c'était la lecture officielle de son testament. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être quelques mots sur sa succession, un clin d'œil à l'héritage familial. Surtout, je voulais une clôture. Pendant des années, j'avais vécu dans l'ombre tranquille de l'absence, ressentant le poids de l'abandon de mon père, qui avait choisi une autre vie plutôt que moi. Et maintenant, je cherchais la moindre semblance de compréhension que le vieil homme pouvait laisser derrière lui. Je me suis glissé sur une chaise dans le coin de la pièce, face au bureau poli où l'exécuteur lira le testament. L'odeur du café fraîchement moulu et du papier juridique se mêlait dans l'air. Une toile de fond étrangement banale pour ce que je savais être tout sauf ordinaire. Mes mains reposaient sur mes genoux, les poings serrés sous la table, ne tenant rien d'autre que l'anticipation qui s'enroulait dans ma poitrine. La porte grinça en s'ouvrant. J'ai levé les yeux, m'attendant à un greffier silencieux ou peut-être à un cousin éloigné, mais ce que j'ai vu a fait se saisir mon cœur. Vernon Huxley, mon père, et Odessa Ball, la femme qui était entrée dans sa vie et avait apparemment effacé la mienne, sont entrés ensemble, des sourires plaqués sur leurs visages. Cela faisait plus de 10 ans que je ne l'avais pas vu, 10 ans que j'avais été confié aux soins de mon grand-père, jeté comme une erreur. Je me suis figé. Mon corps m'a trahi avec un spasme dans la mâchoire, les poings se serrant plus fort sous la table. La voix de Vernon a porté par-dessus le léger bourdonnement des lumières du plafond, délibérément décontracté, dégoulinant de fausses familiarités. « Nous sommes ta vraie famille maintenant. Agissons comme ça, » a-t-il dit, la voix légère, mais assez tranchante pour me tordre l'estomac. Odessa a souri à côté de lui, le genre de sourire qui faisait revivre chaque légère humiliation d'enfance, chaque petite humiliation dans ma mémoire. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Le poids de tout cela, l'audace, la trahison, l'aplomb de leur entrée ici comme si de rien n'était, pesait sur moi comme une main invisible. Vernon s'est assis, me laissant dans une immobilité tendue, tandis qu'Odessa se prélassait, croisant les jambes, émanant une supériorité décontractée qui me faisait grincer des dents. Puis l'exécuteur, un homme grand nommé Clive Baron, s'est éclairci la gorge. La pièce s'est encore plus calmée, presque comme si elle retenait son souffle en attendant la bombe à venir. « Keegan Hoy !» commença Clive, me jetant un regard solennel. « Votre grand-père vous a légué toute sa succession. Il l'a énumérée lentement, délibérément. Le manoir en bord de mer, 19 millions de dollars,
et une boîte scellée contenant des lettres et des enregistrements. Mes yeux se sont écarquillés, saisissant chaque détail, l'ampleur me frappant pleinement pour la première fois. Odessa a eu un léger hoquet, une inclinaison dramatique de la tête. Le façade confiante de Vernon a vacillé très légèrement. Un éclair de quelque chose d'indicible passant sur ses traits. Et puis Vernon s'est levé. Il s'est redressé, s'éclaircissant la gorge, avec une autorité exagérée. Cela doit être une erreur. Je suis son tuteur légal, a-t-il déclaré, la voix portant une note de contrôle qui cherchait à s'imposer sur la pièce. Mon esprit s'est arrêté. Tuteur légal ? Ai-je répété, l'incrédulité traversant ma poitrine. Tu étais instable quand nous sommes partis, a dit Vernon, faisant quelques pas. J'avais l'autorité totale sur ton bien-être. Le testament de ton grand-père ne peut pas outrepasser cela. Ses yeux étaient en froid, précis et cruels. Il a brandi un dossier, un ancien rapport médical datant de mes 20 ans, un moment de panique, fabriqué, tordu pour me faire paraître incompétent. La chaleur de la pièce a complètement disparu. La lumière dorée du soleil à l'extérieur semblait cruellement indifférente. Alors que le poids de ces mots me pesait, j'ai senti ma poitrine se serrer et la chaleur de la rage refoulée monter dans mes veines. Chaque cri refoulé, chaque nuit silencieuse de désir d'être reconnu battait en moi. Mais je le retenais. Je l'avais toujours fait. Puis la porte s'est rouverte. Clive Baron est entré en retard, le visage pâle, portant une mallette en cuir comme un bouclier. « Il y a un autre testament », a-t-il dit, la voix basse mais chargée. « Un qui remplace celui actuel, cela change tout. » Pendant un moment, la pièce est tombée dans le silence. Le visage de Vernon est devenu blanc. Le sourire d'Odessa s'est figé, puis a disparu. Je suis resté immobile, laissant le choc me traverser sans le montrer à la surface. Rien dans mon passé ne m'avait préparé à ce moment précis. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout y avait mené. J'avais besoin d'air. Passant la table, je suis sorti sur le porche donnant sur le sable et le ressac. L'océan était calme, son tirage rythmique, presque apaisant, presque normal. Mes mains agrippaient un cadre photo, usé et décoloré sur les bords. La dernière photo que grand-père et moi avions prise ensemble, debout au bord du même océan que je regardais maintenant. Écrit au dos dans son écriture familière, se trouvaient des mots qui m'avaient ancré pendant des années de souffrances silencieuses. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour te tenir droit. Incline-toi juste pas. Je tenais le cadre serré, inhalant l'air salin, sentant le bord d'un tremblement dans mes mains. La trahison, l'audace, la pure audace de leur entrée ici, revendiquant l'autorité sur moi. Ça me piquait vivement. Pourtant, ces mots me rappelaient que ma force avait toujours été la mienne, pas à eux de la définir. Pour l'instant, j'ai laissé le tirage régulier de l'océan calmer le tourbillon en moi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement tenu là, agrippant la photo, laissant les mots s'infiltrer en moi comme une désobéissance silencieuse. Quoique Vernon et Odessa aient eu l'intention, quels que soient les mensonges qu'ils aient essayé d'écrire autour de l'héritage de mon grand-père, je ne m'inclinerai pas. Jamais. Le brouillard matinal flottait épais sur la plage, enveloppant le manoir de Cape May d'un gris atténué. J'ai franchi le seuil, les vieux planchers de bois gémissant légèrement sous mon poids. L'endroit sentait légèrement le cèdre et la poussière, un témoignage de longues années de conservation méticuleuse. La grandeur de la maison aurait dû être impressionnante, mais au lieu de cela, elle semblait creuse, stérile, comme une scène de théâtre pour le drame de quelqu'un d'autre.
J'ai erré dans le grand hall, effleurant de mes doigts la rampe polie, remarquant à quel point tout restait intact depuis le passage de grand-père. Les portraits sur le mur, mon grand-père plus jeune, mes parents tels qu'ils étaient autrefois, et des photos de famille décolorées, me regardaient d'en haut. Témoin silencieux de décennies de relations brisées. Un sentiment de nostalgie mêlé d'inquiétude m'a saisi. Ce n'était pas seulement un héritage, c'était une maison remplie de fantômes, de souvenirs et de conversations non résolues. Je suis entré dans le bureau principal. La pièce sentait légèrement le cuir et le vieux parchemin. Sur le grand bureau en chêne, une enveloppe était posée seule, nette, sur le bois sombre. Les mots écrits dans l'écriture familière de grand-père disaient simplement « Mon garçon ». Mon pouls s'est accéléré. Je l'ai ouverte avec précaution, mes doigts tremblant légèrement, et j'ai trouvé une lettre accompagnée d'une petite cassette. La lettre était une confession, pas le genre qui demandait des excuses, mais le genre qui portait un poids silencieux. Grand-père avait écrit sur les faux pas qu'il avait vus, les erreurs de mon père et les manipulations qu'il soupçonnait bien avant que je ne le sache. « Tu seras mis à l'épreuve », avait-il écrit. Mais souviens-toi, la vérité ne peut pas être enterrée, pas pour toujours. Les mots résonnaient avec les années de questions silencieuses que j'avais portées en moi. Le désir de reconnaissance qui n'est jamais venu. J'ai tenu la cassette dans ma main, notant l'usure et l'étiquette décolorée. Je l'ai jouée sur le vieil enregistreur sur le côté du bureau. J'ai entendu leur conversation. La voix calme et mesurée de grand-père contre le ton prudent de Clive Barron. Les tentatives de Vernon de revendiquer la tutelle légale étaient exposées. Les enregistrements de manipulation et de falsification étaient choquants dans leur clarté. Entendre grand-père dire ces vérités, comme s'il savait ce qui allait se passer après sa mort, m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. J'ai erré plus loin dans le bureau, les yeux balayant les étagères et les armoires, comme si chaque objet pouvait révéler un indice. Une petite imperfection a attiré mon attention. Une éraflure en forme de flèche sur le côté d'une étagère. En la suivant, j'ai trouvé un coffre-fort caché encastré dans le mur, un dépôt secret intouché et silencieux. À l'intérieur se trouvaient des photos de famille, une transcription de tribunal scellée et surtout une copie de la vraie signature de Vernon, étrangement différente des documents de tutelle falsifiés qu'il avait tenté de faire passer pour légitimes. La réalisation m'a fait frissonner. Il avait menti, manipulé, et avait essayé de m'effacer complètement de la vie de mon grand-père. La journée s'est déroulée dans un brouillard de révélations et de fureur silencieuse. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, alors que je contemplais le poids de ce que j'avais découvert. Ma solitude a été interrompue par le bruit du portail d'entrée. Et là, elle était, Odessa, seule avec ce même sourire sucré, celui qui avait si bien caché ses véritables intentions. « Je suis venue faire la paix », a-t-elle dit, sa voix douce, presque mélodieuse. « Je n'ai pas bronché. » Bien que les souvenirs de ces manipulations aient remué une boule de colère au plus profond de ma poitrine. « Tu n'es pas venu pour la paix, » ai-je dit, me plaçant entre elle et le bureau. « Tu es venu pour la maison. » Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Ses yeux se sont dirigés vers la porte du bureau, les lettres, la cassette, le coffre-fort que j'avais découvert. Un éclair de calcul a traversé son visage, avant qu'elle ne le masque à nouveau. Sans un autre mot, elle s'est retournée et a descendu l'allée, sortant son téléphone et tapant rapidement en se déplaçant. Je l'ai regardée, sans cligner des yeux, sachant que quoi qu'elle envoyait pourrait faire pencher la balance du contrôle, manipuler les perceptions de la vérité avant qu'elle ne soit pleinement révélée.
Je suis resté dans le bureau, les lettres et la cassette devant moi, une carte des injustices passées et des vérités cachées. J'ai ramassé une vieille photo de moi à 21 ans, maigre et maladroit, plein d'espoir, mais alourdi par la honte. Debout à côté de mon père, qui me reconnaissait à peine, j'ai senti la vieille colère monter, mais aussi une étrange clarté. Ce garçon, attendant des excuses, avait trouvé quelque chose qu'il ne réalisait pas déjà être en lui. L'autonomie et la désobéissance silencieuse. Le soleil descendait plus bas, projetant de longues ombres sur les parquets polis. Je me suis assis, écoutant les faibles bruits de l'océan à l'extérieur, pensant à ce qui allait se passer ensuite. La maison semblait vivre d'une manière différente maintenant, chargée de secrets et des avertissements silencieux que mon grand-père avait laissés derrière lui. Quiconque pensait pouvoir m'intimider avec des apparences, des sourires et des faux documents, était sur le point d'apprendre que je m'étais préparé silencieusement à ce moment bien plus longtemps qu'il ne l'imaginait. Alors que le brouillard s'épaississait dehors, j'ai murmuré à moi-même « Une promesse plus qu'une déclaration. J'en ai fini d'attendre que quelqu'un corrige les choses. Je me battrai pour ce qui est à moi, et je ne m'inclinerai plus. » La cassette était toujours sur le bureau, et je savais que je la réécouterais, disséquant chaque mot, chaque pause. Grand-père m'avait laissé plus que de la richesse. Il m'avait laissé des preuves, une stratégie et un rappel silencieux de la résilience. J'ai regardé l'océan gris, ses vagues roulant avec une persistance patiente, et j'ai ressenti une étrange parenté. Il avait vu des tempêtes aller et venir, endurer des marées incessantes, et était toujours là, comme moi. Mais cette nuit-là, la maison n'était pas silencieuse. Quelqu'un était revenu, et il ne frappait pas à la porte. Et le froid dans l'air ne venait pas seulement du brouillard atlantique extérieur. Il s'accrochait au bord de la maison, s'infiltrant dans les coins de ma chambre, comme si les murs eux-mêmes étaient conscients des intrus. Je me suis réveillé au grincement faible des planchers et au murmure du vent se glissant par une fissure invisible. Mes yeux se sont ouverts en grand, le cœur battant la chamade, alors que je réalisais que la porte arrière, celle que j'avais verrouillée en toute sécurité avant de me coucher, était entr'ouverte. J'ai attrapé la lampe de poche que je gardais toujours sur ma table de chevet, le faisceau coupant l'obscurité, et j'ai avancé prudemment dans le couloir. Chaque pas était mesuré, délibéré, comme si je marchais sur la fine ligne entre la vigilance et la panique. Dans le coin de mon œil, j'ai vu le reflet métallique de quelque chose sur le sol, des médailles de guerre, les médailles de guerre de grand-père, dispersées sur le sol du bureau, comme si elles étaient jetées en signe de protestation silencieuse. Mon estomac s'est serré. Quelqu'un était passé pendant mon sommeil. Je me suis accroupi pour examiner une empreinte de botte boueuse près de la fenêtre, traçant ses bords du doigt. Le motif était distinct, lourd, délibéré. Quiconque était entré avait laissé une signature, et cela criait la familiarité avec la maison, la connaissance de comment s'y déplacer sans alerter les alarmes. Mon esprit s'est emballé. Vernon, Odessa, ou un complice engagé pour me déstabiliser, pour me rappeler que je n'étais pas vraiment seul. Choisissant la prudence plutôt que la confrontation, je n'ai pas immédiatement saisi mon téléphone. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le petit ensemble de moniteurs de sécurité montés près de l'escalier. Le soulagement s'est transformé en colère. La caméra extérieure près du portail arrière était morte. Les fils coupaient net. C'était délibéré, précis. Le sentiment de violation s'est approfondi. Ce n'était pas une effraction aléatoire. C'était calculé, intime et destiné à envoyer un message.
La lumière du matin n'a apporté aucun soulagement. Un coup à la porte d'entrée a fait pulser mon cœur. Debout là se trouvait un homme en uniforme kaki, un presse-papiers à la main. « Juste ici pour nettoyer les gouttières », a-t-il dit joyeusement. Mes sourcils se sont levés. Je n'avais rien programmé. Et à en juger par le sourire qui déformait ses lèvres, il le savait. « Vous n'êtes pas sur ma liste », ai-je dit calmement, bloquant l'entrée. Il a haussé les épaules, presque amusé. « Vous avez vraiment du mal à savoir qui faire confiance, n'est-ce pas ?» Ses paroles suintaient l'insinuation, une graine de poison plantée pour mes soupçons croissants. Je l'ai regardé s'éloigner, le sourire jamais absent de son visage, et un nœud d'inquiétude s'est serré dans ma poitrine. Les empreintes de Vernon étaient partout. Je le sentais. De retour dans le bureau, je suis retourné au coffre-fort caché. Mes mains tremblaient légèrement alors que je triais les documents, redécouvrant des photos de famille et des transcriptions judiciaires. Puis, caché derrière les piles organisées, j'ai trouvé un dossier en manille que je n'avais pas remarqué auparavant. En le retirant, j'ai déplié un rapport de police datant de 8 ans, déposé par mon grand-père lui-même. Les mots sur la page coupaient comme un couteau. Vernon avait été accusé d'abus sur personnes âgées, de coercition et de manipulation financière. L'affaire avait été marquée comme retirée avant le procès. 6 jointe, une photographie de l'avant-bras de mon grand-père, meurtri et sensible, de ce que je ne pouvais qu'imaginer être la confrontation décrite dans le rapport. La trahison, l'audace de l'homme qui m'avait laissé puis avait essayé de m'effacer, a débordé dans ma poitrine. J'ai appelé Juliane immédiatement, mon avocat, qui avait été une voix stable à travers le chaos de la lecture du testament. Sa réaction a été vive. « Keegan, ce n'est pas juste une querelle familiale, c'est plus gros. Si le juge des successions avait vu ça, Vernon n'aurait pas eu une chance. » Mes mains se sont serrées autour de la photo du bras de grand-père. Le poids de la réalisation s'est écrasé lourdement. Vernon n'était pas seulement parti. Il avait comploté, soudoyé, manipulé, et maintenant, il essayait d'effacer la vérité. Juliane et moi avons discuté des prochaines étapes. Mettre ses preuves dans l'affaire de succession, s'assurer qu'elles soient officiellement reconnues. Il n'y avait pas de place pour les erreurs. Le champ de bataille juridique s'était élargi, et je n'étais plus un observateur passif. Dehors, le vent de l'Atlantique mordait mon visage, alors que je me tenais sur le balcon. Le vaste océan s'étirait en contrebas, sans fin et impitoyable. Je tenais la photographie serrée, les ecchymoses, un rappel tangible des enjeux. J'ai murmuré à l'air vide. Ils t'ont touché. Ils m'ont utilisé. Ils pensent que cet endroit leur appartient. Ils ont tort. Le manoir, autrefois symbole d'héritage, ressemblait maintenant à une zone de guerre. Chaque planche qui grinçait, chaque rideau qui se balançait, semblait chargé de tension, avertissant des batailles à venir. Mon esprit a parcouru les possibilités. Des pièges, des alliés cachés, des témoins manipulés. Chaque détail comptait maintenant. Le calme que j'avais espéré après avoir découvert les lettres et la cassette de grand-père avait disparu. La suspicion l'avait remplacée, épaisse comme le brouillard qui roulait sur la plage. Je me promenais dans le bureau, les pensées en spirale. Qu'est-ce que grand-père avait-il caché d'autre? Quels secrets se cachaient dans les murs, dans les planchers, dans les coins que je n'avais pas encore explorés? Chaque décision, chaque action aurait des conséquences. Vernon et Odessa pensaient avoir l'avantage, mais ils n'avaient pas compté sur la préparation, sur la résolution silencieuse que j'avais cultivée pendant des années. Cette nuit-là, alors que l'obscurité pressait contre les fenêtres et que les ombres rampaient sur les sols,
J'ai senti la maison changer à nouveau. Subtile, presque imperceptible. Quelqu'un était revenu, et cette fois, il ne frappait pas à la porte. L'air dans la pièce s'est fait plus dense, un prélude à la confrontation. J'ai agrippé la photographie une dernière fois. J'ai inspiré profondément, et je me suis murmuré « Plus de cachette, plus d'attente. Je mènerai cela à terme. » Le manoir, mon héritage, et la mémoire de la vérité de mon grand-père étaient à moi pour les protéger, et j'étais prêt. Yann, le soleil matinal pénétrait à peine la brume qui enveloppait Cape May, alors que je m'asseyais en face de Julianne dans son bureau exigu. Le poids de la découverte de la nuit précédente pesait encore sur ma poitrine, et pourtant, il n'y avait pas de temps à s'attarder dans l'auto-apitoiement. J'ai remis le rapport de police, celui que grand-père avait caché, celui qui exposait les abus et la manipulation de Vernon. Julianne l'a examiné, les sourcils froncés, les doigts traçant les mots tapés, la photographie du bras meurtri de grand-père glissée soigneusement entre les pages. Nous nous sommes dirigés vers le palais de justice du comté d'Atlantique, les rues étrangement silencieuses. Le trajet était tendu, le silence ponctué par le klaxon occasionnel ou les pas pressés d'un piéton. J'ai rejoué les événements dans ma tête. Les caméras cassées, le visiteur non invité, le message vocal d'Odessa. Chaque détail a aiguisé ma résolution. Je ne récupérais plus seulement une propriété, j'exigeais la vérité. À l'intérieur du palais de justice, Julianne m'a conduit au bureau du greffier. C'était une femme d'âge moyen à l'expression fatiguée, les doigts sur le clavier pendant que nous lui tendions les documents. Elle les a scannés, s'est arrêtée et a murmuré ce nom. Ce n'est pas la première fois que quelque chose est enterré dans cette affaire. Elle a griffonné quelque chose sur un post-it. Numéro de dossier de la chambre forte 1487. Le juge Cabrouk l'a scellé. Mon estomac s'est effondré. Grand-père avait anticipé plus que je n'aurais jamais pu le réaliser. Il y avait des couches à sa protection, des profondeurs cachées que je commençais à peine à découvrir. En sortant, l'air vif n'a fait qu'atténuer la tempête dans ma tête. Vernon et Odessa étaient appuyés contre la voiture de Julianne, cigarettes à la main, la légère volute de fumée s'élevant paresseusement dans l'air du matin. Les yeux de Vernon brillaient de l'arrogance dont je me souvenais trop bien. « Creuse autant que tu veux, Keegan. Tu ne veux pas de ce combat, » a-t-il dit avec désinvolture, comme s'il m'avertissait d'une conséquence invisible. J'ai rencontré son regard, les mots bas mais inébranlables. « Tu aurais dû me laisser tranquille », a-t-il souri, inclinant la tête, la voix douce, presque habituelle. « Tu penses que ça te concerne? Tu n'étais que la clé. Il a toujours été question de la terre. » Son sourire s'est élargi, suffisant et exaspérant. La présence d'Odessa amplifiait l'insulte, ses yeux passant entre nous avec une innocence calculée. En rentrant à la maison ce soir-là, le manoir semblait différent, plus lourd d'une certaine manière. Les ombres s'étiraient dans les couloirs, et l'écho de mes propres pas me rappelait que j'étais toujours seul, mais constamment observé. Alors que j'approchais du portail d'entrée, j'ai remarqué qu'il était de nouveau entrouvert. Le détecteur de mouvement près du garage vacillait faiblement, comme s'il luttait pour éclairer la trahison qui m'entourait. J'ai installé de nouvelles caméras, renforcé les verrous, chaque action un message silencieux. Je n'étais plus passif. Puis est arrivé le message vocal d'Odessa, livré avec le charme sucré qu'elle avait toujours manié comme une arme. « Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le devraient. Signe juste la succession. Nous nous en occuperons en famille. » Ces mots étaient enrobés d'une fausse bienveillance, un venin déguisé en soin. Je les ai rejoués,
chaque répétition alimentant une colère grondante qui brûlait sous mon extérieur calme. Dans le bureau, j'ai sorti une vieille photographie. Papa me tenant quand j'étais enfant, un léger sourire sur ses lèvres, les yeux distants. La juxtaposition de l'innocence et de la trahison m'a tordu. J'ai rejoué son message vocal, laissant les mots s'infiltrer. Ma voix intérieure, celle que je laissais rarement faire surface, murmurait des vérités que j'avais enfouies. Pendant des années, je me suis dit qu'il m'avait quitté parce qu'il était brisé, que s'il devenait quelqu'un, il reviendrait fier. Je ne savais pas qu'il reviendrait pour l'argent. Assis au bureau, j'ai activé l'enregistreur vocal de mon téléphone. La douce lueur illuminait les bords du bureau, projetant la pièce dans un contraste saisissant. J'ai parlé clairement, délibérément, ma voix portant à la fois la finalité et la résolution. Plus de faux-semblants, plus d'espoir. Je n'ai pas besoin de ces excuses. J'ai besoin de la vérité. Le couloir extérieur restait sombre. Le grand lustre au-dessus de l'escalier se balançait légèrement, agité par un courant d'air. Je suis resté là un moment, tenant la photographie dans une main, le rapport de police dans l'autre. La maison n'était pas juste une collection de murs et de pièces. C'était un témoignage, un témoin silencieux de décennies de manipulation, de dissimulation et de mensonges. L'héritage semblait plus lourd maintenant, chargé d'une responsabilité que je commençais à peine à saisir. Je me suis déplacé dans les couloirs, vérifiant chaque serrure, chaque fenêtre. Les bruits subtils, un volet qui claque au vent, le bourdonnement d'un réfrigérateur lointain, sont devenus des rappels presque intimes que la succession était vivante, consciente et protectrice à sa manière. Chaque pas renforçait ma détermination. Je ne serais pas intimidé. Je ne reculerais pas. À la tombée de la nuit, le manoir était silencieux, mais pas en paix. Chaque craquement du parquet, chaque rafale de vent contre la vitre, ressemblait à un prélude à la confrontation. Je me suis installé dans la bibliothèque, cataloguant des documents et des photographies, reconstituant le récit caché de ma famille. Vernon et Odessa avaient sous-estimé ma capacité à agir, à anticiper, à tenir la ligne. Leur excès de confiance était mon avantage. Tard dans la nuit, je me suis assis seul dans le grand couloir, le feu crépitant projetant de longues ombres. Alors que le poids de la journée, les révélations et la confrontation se transformaient en une détermination silencieuse, chaque fibre de mon être était concentrée. C'était plus qu'une bataille pour la propriété. C'était une reconquête de la dignité, de l'héritage et de la vérité. Alors que les braises luisaient et que le manoir se tenait silencieusement autour de moi, je savais une chose, avec une certitude absolue. Ils n'arrêteraient pas avant d'avoir tout pris. Et j'étais prêt, et je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le feu s'était ralenti dans le foyer, mais les mots de la lettre de grand-père crépitaient encore dans mon esprit. Ne les laisse pas faire. Au matin, l'océan était calme, mais quelque chose en moi avait changé. J'avais passé des années à me demander pourquoi il m'avait laissé derrière lui. Il s'avère qu'il ne l'avait pas fait. Il s'était battu pour moi en silence, prudemment, jusqu'à la fin. C'était maintenant mon tour. J'ai conduit au bureau de Juliane juste après 3 heures. Son cabinet était situé au-dessus d'un fleuriste au milieu de la ville. Rue calme, large fenêtre, le genre de bâtiment qui sentait les vieux livres et la déception. Mais Juliane, il avait des yeux perçants. Le genre qui ne cligne pas quand la vérité frappe fort. Il n'a pas perdu de temps. Dès que je suis entré, il m'a fait signe vers la pièce arrière et a verrouillé la porte derrière nous. J'ai quelque chose.
a-t-il dit. Et Keegan, ça change tout. Il a glissé une clé USB dans la télévision et a appuyé sur lecture. Les images étaient granuleuses, anciennes, horodatées il y a presque 8 ans, mais je connaissais cette pièce. Le bureau de grand-père, ce fauteuil en cuir, ces rideaux en velours vert, et puis ils étaient là, Vernon, Odessa. Ils se sont glissés dans la pièce comme des ombres. Les yeux de Vernon ont darté vers la porte avant qu'il n'ouvre le tiroir du bureau de grand-père. Odessa montait la garde pendant qu'il sortait un dossier et remplaçait plusieurs pages à l'intérieur. Mon estomac s'est tordu. Je n'ai pas respiré. Dans le coin de l'écran, on pouvait juste distinguer le fauteuil roulant. Grand-père affaissé, à moitié éveillé. Pas assez fort pour parler, pas assez fort pour les arrêter. Ils ont réenregistré par-dessus les originaux, a murmuré Juliane. Mais un des anciens techniciens de ton grand-père a sauvegardé cette copie sur son serveur personnel. Cet homme m'a contacté cette semaine, a dit qu'il ne pouvait plus vivre avec ça. J'ai regardé l'écran longtemps après qu'il se soit terminé. Il était là. Mon père manipulant le testament avec moi avec les dernières années de grand-père. Ce n'était pas juste du vol. C'était une trahison imbibée de sang. Je veux que cela soit entré dans l'affaire de succession, ai-je dit. Ma voix semblait inconnue, calme, froide. Juliane a hoché la tête. Nous le ferons, mais nous avons besoin de plus de témoins, de pistes papier et de toi. Tu dois être à l'épreuve des balles. Alors, nous avons fait un plan. Cette nuit-là, j'ai parcouru tous les dossiers que grand-père m'avait laissés. Papiers légaux, lettres, messages vocaux. J'ai appelé de vieux amis de la famille. Certains ne m'avaient pas parlé depuis des années, mais ils s'en souvenaient. Ils se souvenaient comment grand-père continuait de parler et de tout me laisser. Pas parce que je le demandais, mais parce que Vernon ne le méritait pas. 2 jours plus tard, l'appel téléphonique a commencé. Vernon d'abord, puis Odessa. Leur message oscillait entre menaces et culpabilisation comme un disque rayé. Tu n'es pas prêt pour cette responsabilité. Pense au nom de famille. Tu regretteras d'avoir fait traîner ça. J'ai laissé tous les appels aller à la messagerie vocale. Je n'ai pas bronché. Le silence, j'ai appris, est plus fort que n'importe quel argument. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Jeudi après-midi, Odessa s'est présentée à la porte seule. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière, proprement, une écharpe en soie autour de son cou, comme une sorte de veuve trophée en deuil. « Je suis venue pour parler », a-t-elle dit par intercom. « Nous n'avons pas besoin de continuer à nous battre. » Je n'ai pas répondu. « Tu n'as pas à être seule dans cette maison », a-t-elle ajouté, appuyant sa main sur le portail. « Je sais ce que c'est. Il était cruel avec nous tous. » Je suis sorti, calme, mesuré. « Tu ne sais rien de ce que lui et moi avions, » ai-je dit platement. Elle a souri légèrement. « Nous pourrions t'aider, Keegan. Il y a des dettes, des responsabilités. Cet endroit est trop pour une personne. » Je n'ai pas bougé. « Au revoir, Odessa. » Et j'ai tourné le dos à chaque fausse excuse, à chaque mot soigneusement répété. Elle n'a plus frappé à la porte. Le lendemain matin, nous avons programmé une confrontation formelle au bureau de Juliane sous témoin. Je ne voulais pas de drame. Je voulais de la clarté. Une ligne tracée à l'encre, pas à l'encre de sang. Ils sont arrivés ensemble, habillés comme s'ils allaient à un brunch. Les yeux de Vernon se sont verrouillés sur moi alors que nous nous assoyions à la table. « Tu ne réfléchis pas clairement, » a-t-il dit avec douceur. « Tu te rends les choses difficiles. » J'ai sorti la clé USB et l'ai donnée à Juliane, qui l'a placée devant eux. « Regardez-la, » ai-je dit. « Vous reconnaîtrez la date. » Vernon n'a pas bronché,
Mais les lèvres d'Odessa se sont légèrement séparées. Elle a tendu la main vers la clé. Ses doigts tremblaient. « Nous allons porter cela devant le tribunal », a dit Julian, ainsi que le rapport, les lettres et la liste des témoins. La voix de Vernon a perdu son poli. « Tu fais une erreur ?»« Non, » ai-je répondu. « Tu en as fait une il y a des années. » Sa mâchoire s'est serrée, mais je l'ai vue. La première fissure. « Tu ne peux pas gérer cette succession seul, a-t-il dit. Peut-être pas, mais je préfère échouer avec intégrité que de gagner aux côtés de menteurs. La pièce est tombée dans le silence. Quand ils sont partis, je ne les ai pas regardés partir. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière les vagues, je me suis tenu sur le porche et j'ai tenu la clé USB dans ma main. Elle était petite, discrète, mais elle portait le poids de tout ce que je n'avais pas pu dire depuis une décennie. J'ai murmuré dans le vent. Ils pensaient que je resterais silencieux. Ils avaient tort. Et pour la première fois depuis des années, j'y croyais. Et le vent avait changé de direction au matin, mais pas comme je l'espérais. Le ciel était clair, trop clair. L'un de ces silences troublants, avant que quelque chose ne se brise. Je me tenais sur le porche arrière, le café se refroidissant dans ma main, regardant les mouettes tournoyer comme si elles en savaient plus que moi. À l'intérieur de la maison, je continuais de rejouer les derniers jours dans ma tête. La vidéo, la lettre, le faux accord de gardiennage, les menaces de Vernon, les yeux vides d'Odessa, chaque mensonge se dénouait. Et il le savait. Mais il n'avait pas fini. Juste après le coucher du soleil, je l'ai entendu à nouveau. Ce son, pas un grincement de porte ou une planche qui bougeait à cause du vent. Quelque chose de plus net, d'intentionnel. Je me suis déplacé lentement dans le couloir, pieds nus sur le parquet. Pas de lumière, juste le bourdonnement silencieux de l'océan à l'extérieur. Puis j'ai vu la faible lueur venant du bureau. Mon estomac s'est effondré. Je me suis approché, une respiration à la fois, jusqu'à ce que j'aperçoive la silhouette. Ce n'était pas Vernon, trop petit, mais quelqu'un était agenouillé devant le coffre-fort, essayant de trouver la combinaison. Je n'ai pas crié, je n'ai pas paniqué. J'ai attrapé ma tablette sur la console et je suis entré dans l'encadrement de la porte. C'est un crime, vous savez. La silhouette a sursauté et s'est retournée. Il ressemblait à quelqu'un de Vernon, probablement le même type que j'avais vu rôder près du portail il y a 2 semaines. Celui qui prétendait être nettoyeur de gouttières. Nous nous sommes regardés. Je n'ai pas cligné des yeux. Puis j'ai tapé sur l'écran de la tablette. Les images de la vidéo du bureau de grand-père ont commencé à jouer. Vernon, Odessa, le testament. « Vous avez déjà perdu », ai-je dit calmement. « Dites-leur ça. » Il a hésité. Puis, comme l'air qui s'échappe d'un ballon, toute sa posture s'est affaissée. « Nous ne pensions pas que tu découvriras aussi vite », a-t-il marmonné. « Découvrir quoi ?» ai-je demandé, mais il n'a pas répondu. Il est resté là, mains à moitié levées, et a reculé vers la fenêtre. Je l'ai laissé partir. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas appelé la police. Je l'ai juste regardé. J'ai mémorisé son visage et j'ai attendu. Je savais que ce n'était pas la tempête. C'était juste le coup de tonnerre qui s'ouvrait. Plus tard cette nuit-là, après avoir réinitialisé le coffre-fort et verrouillé chaque porte, je suis entré dans la salle de musique. Le piano droit de grand-père était toujours poussiéreux, les touches désaccordées. Je ne l'avais pas touché depuis les funérailles, mais quelque chose m'a dit de m'asseoir. Je n'ai pas joué, je me suis juste assis, pensant, respirant. Puis, presque par accident,
J'ai heurté la souris sans fil sur le bureau à côté de moi. Le vieil ordinateur familial s'est allumé. Je ne l'avais pas touché depuis des semaines. Par curiosité, j'ai cliqué autour. La plupart du temps, des photos, de vieux emails, des journaux de rendez-vous. Mais ensuite, j'ai remarqué quelque chose de caché profondément. Un dossier intitulé « Archives 2016 », protégé par mot de passe. Mais le mot de passe n'était pas difficile à deviner. Le nom de son chien. Scout. À l'intérieur, email. Des centaines. Vernon. Conseiller juridique. Odessa. Et ce qu'ils ont écrit m'a donné la chair de poule. Des plans pour falsifier des documents avant que grand-père ne meure. Des messages sur l'isolement du garçon et la stratégie de repositionnement de la propriété. Les instructions d'Odessa pour influencer le commis de Siabrook. Mon père n'avait pas seulement trahi son propre père, et il a essayé de m'effacer exprès par écrit. Et ma belle-mère, elle n'était pas juste là pour le voyage. Elle avait dirigé le jeu. Je suis resté assis là longtemps. L'écran s'est estompé, mais je n'ai pas bougé. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il s'est calmé comme si quelque chose en moi avait enfin cliqué. Ils n'étaient pas de la famille. C'étaient des opérateurs. Et je les avais laissés me manipuler trop longtemps. Pourtant, je n'ai pas tout révélé. Pas encore. J'ai imprimé tout, sauvegardé des copies sur 3 disques différents, appelé Julian, et lui ai dit que nous allions attendre encore un peu. Laissez-les penser qu'ils ont toujours l'avantage. Laissez-les parler. Laissez-les se pendre avec leurs propres mots. Le lendemain, je suis allé me promener le long du sentier de la falaise. J'avais besoin d'air, de distance, de réfléchir. C'est là que j'ai vu Jaime, l'enfant adolescent de mon voisin, assis tout seul près du bord, écouteur dans les oreilles, jetant des pierres dans la mer. Je n'ai pas dit grand-chose. Je me suis juste assis près de lui pendant 1 minute. Finalement, il a enlevé ses écouteurs. « Ça va ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Mes parents pensent que je suis paresseux. Ils ne le disent pas, mais je peux le sentir. Ils ne me voient pas. J'ai hoché la tête. Je savais ce que ça faisait. Je l'ai vu me regarder. « Vraiment ? Regarde. Ton père était à la télé la semaine dernière. Il a ajouté quelque chose sur des affaires judiciaires. » « Ouais. C'est compliqué. Ça va aller. » Cette question m'a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. J'ai hoché la tête. Je pense que je le suis déjà. Quand je suis rentré ce soir-là, je me suis tenu sur le balcon, l'air frais sur ma peau. La pile d'emails imprimés reposait sous ma main. Il pensait pouvoir réécrire l'histoire. Il pensait pouvoir m'effacer, comme si j'étais juste un autre obstacle sur une feuille de calcul. Mais maintenant, j'avais l'image complète. Et je n'avais plus peur de la tempête. J'ai murmuré dans la nuit. Il pensait pouvoir me contrôler, m'effacer, mais je vois tout maintenant. Pourtant, le palais de justice sentait le bois poli et l'anxiété. Julian et moi sommes arrivés tôt, non pas parce que nous devions le faire, mais parce que j'avais besoin du calme. Avant que les choses ne deviennent bruyantes, nous nous sommes assis dans la pièce latérale. Ils nous ont donné des murs unis, une table rayée, une lumière zénithale vacillante qui bourdonnait comme si elle avait trop vu au fil des ans. Approprié, vraiment. Julian a étalé les preuves comme des cartes dans une partie de poker. Email caché, imprimé et surligné. La lettre de grand-père pliée proprement, usée au coin. Fichier vidéo sur une clé USB étiquetée de mon écriture. Image de bureau, juillet 2017. Affidavit du témoin, témoignage du personnel, tout était aligné. « Prêt ? Tu es prêt ? » a demandé Julian,
ajustant ses lunettes. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste regardé par la fenêtre le ciel gris du matin. Je ne suis pas là pour gagner, ai-je finalement dit. Je suis là pour y mettre fin. Nous sommes entrés dans la salle d'audience et ils étaient déjà là. Vernon dans un costume trop cher pour un homme sans conscience. Odessa, faisant semblant que ses boucles d'oreilles en perles ne tremblaient pas avec ses mains. Ils m'ont regardé comme ils l'ont toujours fait, comme si j'étais une nuisance qu'ils avaient oublié de nettoyer. « Keegan », a dit Vernon, hochant la tête comme si c'était un brunch. Je n'ai pas parlé, je me suis juste assis. Le juge est entré et les choses sont devenues officielles, mais mon esprit n'était pas sur la formalité. Ma concentration était vive, comme si j'avais attendu 10 ans pour cette heure précise. Julian a commencé par les bases. Chronologie, contexte, intention du testament. Puis ce fut mon tour. Je me suis levé. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix ne craquait pas. J'ai ouvert la lettre de grand-père. Je vais juste lire un passage de ceci, ai-je dit à la pièce. Parce que certaines vérités n'ont pas besoin d'un ton d'avocat. J'ai regardé Vernon dans les yeux pendant que je lisais. Ils viendront pour la terre, pas pour les souvenirs. Ne les laisse pas faire. Il s'est légèrement déplacé, comme un homme mesuré pour sa propre chute. Julian a fait signe au huissier. Ils ont joué la vidéo. Là, en noir et blanc granuleux, Vernon et Odessa se faufilant dans le bureau de grand-père alors qu'ils se remettaient d'une opération, remuant des papiers, remplaçant des dossiers, chuchotant. Odessa a détourné le regard. Vernon serra la mâchoire comme s'il pouvait retenir le mensonge dans ses dents. « Tu veux me dire que c'est hors contexte ?» ai-je dit, la voix basse mais claire. « Tu veux dire au juge que c'est du gardiennage ?» La salle d'audience était silencieuse. Aucun mouvement, juste de la respiration. Puis vint le retournement. « J'aimerais soumettre des documents scellés, » ai-je dit, tendant un paquet au greffier. Ceux-ci ont été scellés par le juge Seabrook. Dossier de chambre forte, numéro 487. Julian a hoché la tête. Ces emails confirment la collusion entre M. Vernon Baron et l'avocat de la succession Milton Kessler. Des efforts pour modifier illégalement les limites du lot et discréditer l'héritier principal. Le juge Simmons a ajusté sa robe. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Vernon s'est levé. C'est scandaleux. Mais le juge a levé une main. Asseyez-vous, monsieur Baron. J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait laissé avec mon grand-père, comme si j'étais une charge oubliée. Tu as eu ta chance d'être un père, ai-je dit calmement. Tu l'as utilisé pour voler, pour mentir, pour m'effacer. Personne n'a protesté. Personne n'a bougé. Pendant un moment, les yeux de Vernon ont vacillé. Pas la culpabilité, la panique. Il savait que c'était fini. Odessa ne m'a même pas regardé. Elle fixait juste le sol comme s'il lui offrait une issue. Quand ce fut fini et que le marteau a frappé le bois, je n'ai pas ressenti de joie. Je ne me suis pas senti triomphant. Je me suis juste senti plus léger. Je suis sorti seul. Le vent de l'Atlantique a traversé ma veste, mais je ne l'ai pas serré plus fort. Je voulais sentir le froid. Le soleil était sorti maintenant. Pas brillant, mais assez pour voir son ombre. Je me suis tenu immobile un moment et j'ai murmuré à personne en particulier « C'est à moi ». Pas parce que je me suis battu, mais parce que je suis resté fidèle. Et la victoire était claire. Mais le silence qui a suivi était plus fort que je ne m'y attendais. Ce soir-là, je n'ai pas célébré. Je n'ai pas bu un verre ni appelé personne. Je suis juste entré dans le bureau, j'ai allumé la vieille lampe à côté de la chaise de grand-père
et je me suis assis dans le noir pendant un long moment. L'enveloppe était toujours là. Je l'avais vue la veille, posée proprement sur le bord du bureau. Son écriture, cette écriture raide et droite qu'il utilisait sur chaque carte d'anniversaire, chaque liste de courses, les mots pour Keegan. Quand la poussière est retombée, la poussière était retombée. Ou peut-être que moi, j'avais retombé. J'ai ouvert le paquet lentement. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, le genre dans lequel il gardait de vieux hameçons. Je m'attendais à moitié à trouver des leurres rouillées ou des pièces de monnaie de 1972, mais c'était plus lourd que cela, plus intentionnel. À l'intérieur, un journal en cuir usé, une clé scotchée au dos de la couverture et une autre lettre. J'ai ouvert le journal en premier. Ses pages étaient remplies de l'écriture de grand-père, ses pensées, ses leçons, ses avertissements, ses réflexions. Certains n'étaient que des phrases courtes. Les gens qui murmurent trop mentent généralement. D'autres étaient des paragraphes complets sur la terre, la guerre, la famille et les erreurs. J'ai tenu le journal contre ma poitrine pendant un moment. Je n'ai pas pleuré, j'ai juste fermé les yeux. La lettre était plus courte. Keegan, si tu lis ceci, je te fais confiance pour avoir fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas toujours été courageux dans ma vie, mais toi, tu m'as rendu fier. La clé ouvre une boîte de dépôt à Liberty Fédérale. À l'intérieur, tu trouveras quelque chose que j'ai mis de côté en ton nom. Pas juste de l'argent, une graine. Utilise-la pour le bien. J'ai toujours cru en toi, même quand les autres ne le faisaient pas. Souviens-toi, les valeurs durent plus longtemps que la victoire, grand-père. Je me suis assis là avec cette lettre sur mes genoux, jusqu'à ce que la lumière de la lampe commence à vaciller, presque comme s'il me disait bonne nuit. Une semaine s'est écoulée. La maison avait changé, ou peut-être que moi, j'avais changé. J'ai commencé à déplacer des choses, mais plus par colère. J'ai gardé les vieilles photos, je les ai accrochées avec intention. J'ai encadré la lettre que grand-père m'avait laissée juste à côté de la cheminée. Cette confession qu'il avait cachée dans le banc du piano. Je l'ai posée sur la cheminée à côté d'une petite horloge en laiton qu'il avait l'habitude de remonter chaque dimanche soir. L'endroit ne semblait plus hanté. Il semblait habité. J'ai enlevé le papier peint délavé dans le couloir des invités. J'ai peint la cuisine d'une douce couleur crème qui me rappelait le soleil à travers les rideaux de son porche. J'ai ouvert les fenêtres, laissé entrer l'air, laissé les souvenirs respirer. J'étais en train de construire quelque chose maintenant, pas seulement de protéger ce qui restait. Puis est venue la dernière lettre. Je l'ai rédigée 5 fois avant de la sceller à Vernon et Odessa. Je ne voulais pas de vengeance. Je ne voulais pas cracher de venin. J'avais juste besoin du dernier mot, pas pour blesser, mais pour clore. C'était court, civilisé. J'ai joint des copies de la décision finale du tribunal et une note qui disait simplement « Ce chapitre est terminé. Vous n'avez plus de droit légal ou moral sur cette maison, cette terre ou ma vie. Je vous souhaite de la clarté, sinon la paix. » Je ne m'attendais pas à une réponse, et aucune n'est venue. Quelques jours plus tard, j'étais sur le porche avant quand Jaime, le fils du voisin, s'est promené à nouveau. Il tenait un gant de baseball tordu et portait une chemise qui semblait 2 tailles trop grande. « Hé !» a-t-il dit, traînant le gravier. « Tu as déjà réparé ce piano ?» J'ai souri. En quelque sorte, il a levé les yeux. « Ma mère dit que je ne devrais pas te déranger. Dit que tu as des choses en cours. » « Elle a raison, ai-je dit. Mais parfois, la compagnie aide. Jaime s'est assis à côté de moi.
Nous avons regardé le ciel passer de l'orange au violet. Il a posé des questions. J'ai donné des réponses honnêtes. Pas sur les tribunaux ou la trahison, mais sur les parties de pêche et les sandwichs au beurre de cacahuètes, et le temps où grand-père s'endormait à l'église et ronflait assez fort pour réveiller le cœur. Et quelque part là-dedans, j'ai réalisé que je ne gardais pas seulement cette maison. Je gardais une promesse. Cette nuit-là, j'ai rouvert le journal de grand-père, j'ai tourné à la dernière page et j'ai écrit « La famille n'est pas seulement le sang, c'est la loyauté, le soin, l'honneur. C'est ce que tu choisis de protéger, pas ce que tu hérites. » J'ai fermé le livre, l'ai posé doucement sur le bureau et me suis tenu à la fenêtre. L'océan était calme, le ciel infini, et j'ai murmuré « Pas au passé, mais à la vie qui attend encore. C'est ma vie. J'honore le passé, mais je possède mon avenir. »